Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous passez une très bonne soirée d'Halloween. Aujourd'hui, vos conteurs et conteuses préférés vont vous raconter leurs peurs les plus profondes. J'ai demandé à chaque participant d'écrire une histoire avec une peur ou une phobie qui le ou la terrorise. Ça peut aussi bien être la peur des clowns par exemple, que la peur de l'abandon. Après plusieurs questionnements et sondages, j'en suis venu à faire comme ceci. Nous sommes le 31 octobre. La première histoire sort aujourd'hui, puis une histoire par jour. Vous pouvez essayer de jouer sous chaque vidéo. Il y aura en tout 6 histoires. Mais j'ai également écouté votre opinion. Vous avez voté une grosse vidéo, donc j'ai décidé de faire à la fin des 6 vidéos une compile avec toutes les histoires. Comme ça, vous choisissez ce que vous préférez. Les réponses avec l'audio de chaque auteur sera dans la toute dernière vidéo, qui sortira donc le 5 novembre. Je mettrai également cette partie-là à la toute fin de la compile. Vous pouvez jouer au jour le jour ou attendre le 6 novembre la grosse compile et jouer d'un seul coup. À vous de choisir. Pour compter les histoires, je serai accompagné de mon bien-aimé, l'étrange rendez-vous. Êtes-vous prêts à en savoir plus sur vos conteurs et conteuses ? Bien, voici la liste des participants bien sûr indiquée dans le désordre. Creepy Stories, Piraku, Histoire de l'autre monde, l'étrange rendez-vous, Requiem, Dryer Killer et moi-même. Allez, c'est parti. À vous de deviner les peurs de chacun et chacune. Croque la môme. Toute petite. Je me sens toute petite quand je sors. C'est pas faute d'avoir été maintes et maintes fois avertie par mes parents quand j'étais môme. Regarder à droite, à gauche, attendre que le petit bonhomme soit vert avant de traverser, ne pas parler aux inconnus, ne pas parler aux gens connus si je suis seule, ne pas, encore et encore. On pense toujours quand on est enfant qu'on est en prison, surprotégé, que toutes ces précautions sont inutiles, vaines et redondantes, que personne ne nous fera jamais de mal, pauvres créatures innocentes que nous sommes. Si innocentes, si fragiles, si tendres. On a tous entendu ces légendes urbaines et populaires selon les quartiers où on a grandi. Ces légendes qui racontent que notre voisin est un mangeur d'enfants, que la dame au bout de la rue a kidnappé les pauvres petits gamins errants. Toujours des enfants. On a tous déjà ressenti cette petite peur en voyant quelqu'un de différent. On s'est tous déjà demandé pourquoi il était comme ça, et surtout ce qu'il allait nous faire, le croque-mitaine. Avec mes amis, nous nous amusions de ces légendes, de ces peurs. Nous courions quand l'épicier du coin attendait bêtement devant son échoppe, comme s'il nous attendait pour nous attraper, nous enfermer dans son grenier, comme s'il allait nous dévorer. Mon croque-mitaine à moi, il est tellement différent de ceux dont on m'avait protégé. Il est là, chez Monsieur Tout-le-Monde. Il est aimé, adoré, il est beau, et par-dessus tout, il est mortel. Mais ça on ne l'enseigne pas aux enfants. Jamais. Le jour où j'ai arrêté de me sentir en sécurité à l'extérieur, sur la route de l'école, devant des jolies maisons fleuries, ce n'est pas un homme qui me fait du mal. Ce n'est pas une femme, ni un enfant. Non, c'est pire que ça. C'est tellement dur d'en parler. Il avait une forme, une masse tellement effrayante pour un enfant d'1,50 m. Il était si gros, si poilu, si... C'était un chien. Un bête clébard, énorme, magnifique, avec des crocs blanchâtres et une bave qui coulait. Un rottweiler poilu et baveux. Plic-ploc, ça faisait. Plique une patte devant, ploque une autre. Encore et encore, vers moi, doucement. J'ai pas tout de suite compris qu'il me voulait du mal. On m'a jamais dit de ne pas m'approcher d'un chien, après tout. On m'a jamais dit de m'en méfier, d'en avoir peur. Je les aimais avant. Je les adulais, les caressais, les dévorais des yeux. J'en voulais même un à moi toute seule. J'ai toujours voulu, avant que ça arrive, un petit compagnon poilu. Pour jouer avec, pour m'occuper de lui, l'aimer, le câliner en rentrant de l'école. C'est pour ça que, quand il est arrivé pile devant mes petits souliers vernis, j'ai pas scié. J'ai souri. Un sourire joyeux, enfantin, simple, qui venait du cœur. Et j'ai approché ma main. Je voulais toucher son poil qui avait l'air si soyeux, si doux. Je voulais voir dans ses yeux sombres et enragés une pépite de bonheur. Je voulais qu'il soit content de me voir, qu'il me suive jusqu'à l'école pour le montrer aux copines, pour rendre jaloux les gros durs, pour le ramener ensuite à la maison et que maman me dise « Oui, garde-le ma puce !» Je me voyais déjà en train de l'appeler dans la cour, de lui jeter une balle jaune. J'étais une enfant. Je ne sais plus après combien de morsures je suis tombée évanouie.
Je ne sais pas si c'est à cause du sang perdu ou de mes cris qui s'évanouissaient dans la rue, sans âme, mais je suis tombée. Je sais que j'ai appelé à l'aide plusieurs fois, entre mes sanglots et la douleur horrible qui me brûlait le corps et le cœur. Je suis tombée. Et, dans mon rêve, alors que j'étais étendue par terre dans une mare de sang qui ne faisait que grossir à mesure que les crocs s'enfonçaient dans ma chair, alors que la bête me dévorait, me mâchait, j'ai vu toute la scène, comme si j'étais au-dessus, flottant dans un monde invisible, entre la réalité et la fin, comme si j'étais déjà un fantôme errant, en peine et ensanglanté. Je voyais le chien noir ouvrir son énorme gueule noire et la fermer sur ma jambe. Ça faisait un bruit écœurant de viande qu'on malaxe. Je voyais le sang couler, si noir, si brillant, et je sentais l'odeur que faisait mon corps en mourant. C'était métallique, rance. Je voyais la bête recommencer, croc, croc, jusqu'à ce que, dans le bruit le plus sinistre de ma vie, je vois mon pied disparaître. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était malade ou parce que j'étais maigre, mais il a recommencé sur l'autre jambe, et mon esprit a réintégré mon corps, en souffrance. Je me suis réveillée en hurlant et en pleurant. Puis, j'ai vu cette gueule à nouveau. Elle était si réelle, si grande, si sombre. Ce n'est plus sa baffe qui faisait plic-ploc, c'était mon sang. Et cette douleur, j'ai toujours cru, parce qu'on me l'a dit, que ma venue au monde avait été la pire douleur que maman avait ressentie. C'était impossible. On pense à de drôles de choses quand on se fait dévorer. Je pensais à la douleur et à maman qui gémissait, les cuisses ouvertes alors que ma tête lui déchirait les entrailles. Puis je pensais aux voisins croque-mitaines, à l'épicier kidnappeur, et même à mes copines qui devaient m'attendre devant la grille de l'école. On se raccroche à tout ce qui est vivant, palpable, quand on a 10 ans et qu'on se fait manger. Mes bras battaient l'air. Je m'en souviens, mes ongles s'approchaient à la bordure du trottoir. Et là encore, le sang. Mes petites mains rougies essayaient de me tirer loin de là où le chien ne serait pas. Mais mes petites mains l'étaient trop, justement. Le temps me paraissait si long. J'avais l'impression, alors que je pleurais, sans plus crier au bout d'un moment, que plus jamais ça ne s'arrêterait. Que j'étais condamnée, pour je ne sais quel motif, à subir la morsure de la bête pour toujours, même quand elle m'aurait enfin tuée. Je crois que mourir aurait été préférable. Tout, mais ne plus sentir ces crocs dans ma chair. Finalement, quelqu'un m'a entendu, je crois. J'ai senti qu'on me tirait en arrière, ma tête cognait sur le macadam. J'ai ressenti un soulagement que je n'ai plus jamais connu de ma vie depuis. Le chien grognait et hurlait à la mort, et enfin, il s'est tué. Puis je me suis de nouveau évanouie, dans le noir. Un noir reposant, où je ne sentais plus rien du tout. Je me sens si petite quand je sors, si petite et si vulnérable dans ma chaise roulante. Je sens mes jambes disparues me démanger, je les sens se faire dévorer, alors qu'elles sont déjà digérées, depuis si longtemps maintenant. Le chasseur de minuit. Je m'appelle Shana, j'ai 22 ans. Mais aujourd'hui, et là tout de suite maintenant pour être plus précise, j'ai l'impression d'en avoir 6. Je suis exactement dans la même situation que quand j'étais petite. Et je ne sais pas quoi faire. Je suis perdue et pétrifiée. Je suis actuellement dans la chambre d'amis de ma meilleure pote, et je suis complètement bloquée à l'intérieur de celle-ci. Mes membres ne veulent plus m'obéir. J'ai pourtant la main sur la poignée, mais rien ne bouge. Mes oreilles sont aux aguets et mes yeux ne clignent pas. Même les poussières ne me font pas fermer les paupières. Pire encore, je sens sa présence et son odeur. J'entends ses pas lourds venir et repartir. Il m'a suivi. Une créature que je pensais avoir anéantie. Mais en fait, elle n'était qu'endormie. Il a le pouvoir de vous faire halluciner et vous insérer des images dans votre esprit sans même croiser votre regard. Il peut vous paralyser sans vous toucher, comme si son venin traversait les portes et était un missile à tête chercheuse. Il prend toutes les formes possibles et imaginables. Je ne saurais pas vous décrire sa véritable apparence, je n'ai que celle qui m'envoie comme description, et elle change à chaque fois que je le rencontre. De plus, je n'ai même pas de souvenir après. Je ne sais pas comment j'arrive à le vaincre ou le fuir. Je sais juste que le lendemain, il n'est plus là. La première fois que je l'ai rencontré, je devais avoir 5 ou 6 ans. Je vivais avec ma mère, mon père et mon grand frère. La chambre de mes parents était en bas, tandis que celle de mon frère et moi était à l'étage. Mais côte à côte. Il nous est souvent arrivé de faire grimper nos parents furieux du bruit que l'on faisait là-haut. Alors que nous, bêtement, on croyait être dans une espèce de bulle hermétique. Enfin bref. Ce soir, nous avions mangé des crêpes. Me demandez pas pourquoi je m'en souviens, c'est comme ça. Le cerveau retient ce qu'il a envie de retenir.
Après un bon repas, une soirée jeu de société, nous nous sommes couchés, mon frère et moi. Simon s'est endormi presque tout de suite. Je l'ai entendu lire une BD, puis j'ai subi ces ronflements qu'il fait au début de son sommeil. Quant à moi, je me suis posée dans mon lit et j'ai fermé les yeux en serrant ma peluche Gromly contre moi. C'était mon doudou préféré. J'ai laissé passer du temps, mais j'avais beau fermer les yeux, je n'arrivais pas à dormir. J'entendais encore mes parents regarder la télé dans le salon. Alors je suis allée les voir et leur ai dit tout ça. Ils m'ont préparé un chocolat chaud, m'ont lu une histoire et sont retournés devant la télé. Avec leur présence, à tous les deux en plus, j'étais très très chanceuse. Je me suis retrouvée dans les bras de Morphée sans même comprendre que mes paupières étaient fermées. Seulement 2 heures plus tard, je me suis réveillée. Je me revois encore, les yeux grands ouverts, faisant face au plafond, les mains toujours serrées sur ma peluche. Mais cette fois, pas de bruit de rire ou de télé. Un noir complet, avec juste la lune pour éclairer ma chambre. J'ai voulu fermer les yeux plus d'une fois, mais je sentais que je devais les avoir ouverts. Mon instinct me criait de faire attention à quelque chose, mais sans savoir quoi. Après plusieurs minutes de débat dans mon esprit, j'ai décidé de me lever et d'allumer la première lumière que je voyais. Heureusement pour moi, c'était ma lampe de poche. Ma mère me la laissait toujours à proximité pour aller aux toilettes sans réveiller mon frère avec la lumière du couloir. J'ai scruté toute la chambre, et même l'intérieur du placard, mais rien ne s'y trouvait. Pourtant, dès que je retournais dans mon lit, j'entendais les bruits de pas, de souffles. Je l'entendais essayer d'ouvrir ma porte, et je voyais la poignée bouger. Mais dès que j'actionnais la lampe, je ne voyais plus rien. Juste ses grandes mains sombres se retiraient à une vitesse incroyable. J'entendais que le son de ses griffes se frotter contre le mur en se retirant. Si la lumière n'était pas projetée sur lui, je le voyais. Toujours très grand et déformé avec 2 yeux rouges qui ne cessaient de me fixer. Ce soir-là, j'ai lutté longtemps et j'avais la main accrochée sur la poignée pour 2 raisons. La première, c'était pour l'empêcher de rentrer, et la deuxième, c'était pour fuir ou courir dans la chambre de mon frère. Mais j'étais tiraillée entre cette peur de me faire prendre dans ma propre chambre, car je n'aurais pas demandé de l'aide, et celle d'en demander, mais de mettre Simon en danger. Je pleurais toutes les larmes de mon petit cœur en tenant la poignée de toutes mes forces, tout en jetant des regards derrière moi, devant et au-dessus, au cas où cette foutue créature aurait pu s'introduire sans que je ne le sache. Ma chambre devenait une véritable boîte de nuit tant la lumière allait dans tous les sens. Je pensais être discrète, mais visiblement je ne l'étais pas. Simon est venu toquer à ma porte. Mes pleurs avaient dû le réveiller. Je lui ai ouvert en tremblant et lui ai expliqué. Il m'a alors de suite proposé de venir dans sa chambre et de dormir avec lui. Il m'avait alors rassuré en me disant que si le monstre se pointerait, il lui ferait sa fête, tout en brandissant son arc en bois fabriqué par notre père. Ça peut paraître bête, mais ça m'avait apaisé. Après l'avoir rejoint, j'ai enfin pu m'endormir tranquillement. Les nuits qui ont suivi, la créature revenait encore et encore. À chaque fois, je me précipitais chez mon frère et il partait. Comme si sa chambre à lui était protégée par un sort magique. Enfin, c'est ce que je croyais. Une nuit, la créature est venue, et comme à mon habitude, j'ai fui. Sauf que le monstre est resté, et m'a même suivi. Il se montrait devant la porte de Simon et nous regardait tous les deux. Lui et ses mains immenses. Lui et sa tête toute déformée avec son corps étrange. Comme s'il était fait de liquide. Il ressemblait à un humain, mais on aurait dit qu'il était fait d'autre chose. Il pouvait se déformer, se réduire en flaque et se reconstruire en quelques secondes. Quand il était entier, il faisait comme une cascade, et son liquide coulait en boucle sur son propre corps qui était couleur encre. Un bleu nuit beau et stressant à la fois. Il est resté à nous observer pendant de longues minutes, mais il m'a surtout fixé moi dans les yeux, pendant de longues secondes. Je n'arrivais plus à bouger, aucun son ne sortait de ma bouche. Pourtant, j'avais la main portée à mon cou, et j'hurlais toutes mes forces pour prévenir Simon. Je sentais que je forçais sur mes cordes vocales, mais j'avais beau essayer, rien ne sortait. Plus j'essayais, et plus je manquais d'air. C'est à ce moment que pour la première fois depuis que je connaissais ce monstre, je l'ai vu sourire. 4 énormes dents qui ont laissé des traces dans le sol tant elles étaient grandes. Il a rangé son sourire, s'est précipité à la vitesse de l'éclair sur Simon, l'a attrapé par les cheveux et lui a englouti la tête sans même le mâcher. Je n'ai vu que le cou et le sang de mon grand frère jaillissant devant moi. Le monstre s'est tourné vers moi, m'a souri et m'a juste dit « Succulent !» Il est parti en emportant le corps décapité de Simon et en riant. Je n'ai pu retrouver ma voix que le lendemain, mais le sang n'était plus là. Quand mes parents sont montés dans la chambre,
Ils ont vu que leur fils avait disparu et m'ont posé tout un tas de questions. J'ai répondu en leur racontant ce que je viens de vous dire, mais le psychologue de la police a dit que quelqu'un avait dû s'introduire, kidnapper Simon et m'avait laissé sous le choc. Puis que je m'étais inventé tout ceci pour me rassurer. J'ai réfléchi pendant de longues années en quoi mon histoire était plus rassurante qu'un kidnappeur, je n'ai jamais trouvé. Mes parents m'ont ensuite forcé à voir plusieurs psys, à être suivis de très près, et m'avaient presque fait oublier toute cette histoire. Eux n'ont jamais cessé de chercher Simon. Ils partent encore en vadrouille à sa recherche, et posent des affiches même quand ils partent en vacances, au cas où il passerait par là. Voilà, tout ce que je sais de cette chose. Comme je vous l'ai dit, j'ai 22 ans et je ne suis pas chez moi. J'ai tenté d'appeler ma meilleure amie sur son téléphone pour qu'elle vienne m'aider, mais mon corps a été incapable d'agir. Une partie de moi était persuadée que si je l'appelais, cette créature allait s'en prendre à mon amie, et une autre voulait juste lui hurler dessus de venir m'aider. Je suis donc bloquée, avec ces interrogations dans ma tête, et j'ai des hallucinations. Je vois des jambes courir dans le couloir, des jambes de petite mamie se précipiter vers moi et repartir, alors que ma porte est fermée et que par conséquent je ne vois pas le couloir. Je l'entends rire, lui, et j'entends ses mains se poser sur le mur, puis renifler mon odeur. Mon cœur bat trop vite et je transpire à grosses gouttes tant j'ai peur. Mes mains tremblent tellement que je dois lâcher la poignée pour ne pas qu'il m'entende. Je suis dans le noir complet en essayant de retenir ma respiration. Je me couvre la bouche, mais je l'entends encore se rapprocher. Je n'ai plus le choix, tant pis, je dois penser à ma survie. Les hommes en costume blanc. 8 heures du matin, dans un centre-ville banal, d'une métropole tout aussi commune. Chaque chose se passe bien en apparence. Les badauds circulent faisant leur vie sans jamais se soucier de ce que fait son voisin. Pourtant, dans une ruelle non loin, un homme est à genoux, suppliant qu'on épargne sa vie. Seulement, ses bourreaux n'en ont rien à faire de ses supplications. Il est déjà trop tard pour lui. Un homme d'un gabarit imposant, mesurant bien plus de 2 mètres, se mit dans son dos, armé d'un couteau effilé. Il fit glisser la lame le long du cou du malheureux. Il tomba au sol, se tordant de douleur, tentant à l'aide de sa main gauche de retenir l'afflux de sang qui ne s'arrêtait plus. Il n'aura fallu que 3 minutes pour que ce dernier ne meure. Dans un dernier élan de bravoure, il avait commencé à écrire à l'aide de son liquide vital quelques mots. À 9h30, l'enquêteur Eric Fortis fut dépêché sur le terrain. On lui confia le soin de résoudre une affaire complètement impossible à boucler. Non pas que les coupables soient durs à démasquer, bien au contraire. Tout le monde sait très bien qui sont les meurtriers. Le seul problème étant que les hommes en costume blanc, comme la presse les a appelés, ont toujours un alibi en béton et beaucoup de connexions avec des politiques et des fonctionnaires de haut rang, y compris dans la police. À 10h, le corps a été emmené pour une autopsie de complaisance. Comme d'habitude, les labos feindront le fait de ne pas savoir et l'affaire sera classée sans suite. Eric connaissait parfaitement la marche à suivre. Quand c'est eux qui sont concernés, on n'enquête pas. C'est un ordre formel. Pourtant, cette fois-ci, il ne comptait pas respecter cette consigne. Il fallait que quelqu'un les fasse tomber. À 11h, bien décidé à mettre au clair ce meurtre, il appela son mari Hugues à son travail. Il est forgeron pour une petite association de médiévistes convaincus. Il saura se défendre en cas de pépin, mais mieux vaut prévenir que guérir. Nombreux sont les individus à avoir disparu suite à une confrontation avec eux. 12h30, l'inspecteur Fortis a la nausée. Son sandwich jambon-fromage fait des va-et-vient dans son estomac. Pour une fois, ce n'est pas dû à la mayonnaise maison de son petit homme, comme il aime l'appeler. Non, il n'arrive juste pas à le joindre. Rien de grave, il est souvent très pris par son travail. Mais généralement à cette heure-ci, il lui envoie juste un petit texto pour voir comment il va. Et il souhaitait un bon appétit. 13h02, fausse alerte. Il a enfin reçu son SMS tant attendu. Malgré tout, Hugues ne semblait pas être en forme. Le moral dans les chaussettes comme il disait souvent. Et cela, Eric l'avait perçu rien que par le manque de smiley que lui avait mis son cher et tendre. 13h05. Ni une ni deux. Il l'appela pour prendre la température. S'ensuivit une conversation pleine de « Ne t'en fais pas » et de « Mais oui, je serai prudent » et qui ne manquait pas de « Je t'aime, mon amour ».
Hugues a toujours été très superstitieux. Le surnaturel, c'est son truc. Alors, quand la nuit dernière, il vit en rêve son époux, allongé sur le sol, raide mort, son inquiétude dépassa toute limite. Puis, pour rien arranger, il lui confia qu'un de ses amis médiévistes laissait tout le monde sans nouvelles, et notamment sa femme. Quand Eric lui demanda vaguement le nom de ce fameux ami, son visage se décomposa. Sa bouche n'aurait pas pu plus s'élargir. Combien y avait-il de chances que la connaissance de son compagnon soit aussi la victime de l'affaire qu'il devait enterrer ? 14 heures pétantes. Il éplucha tous les dossiers de ces derniers mois, un par un. Ils ont été très proactifs. On a pu décompter pas moins de 23 morts à leur actif. Et évidemment, 0 arrestation. Il fallait que ça change. Sa conscience l'avait rattrapé et percuté avec la douceur d'un train lancé à pleine vitesse. 15h30. Une devanture crasseuse lui faisait face. Le repère de ces types ne payait pas de mine. De ce qu'il savait d'eux, c'est qu'ils prêtaient beaucoup d'argent à des pauvres bougres incapables de rembourser. Mais pourquoi donc ? Nul ne le sait. 16h. Après être entré et avoir été soigneusement raccompagné à la porte, à l'aide de quelques coups bien placés, notre cher inspecteur partit s'asseoir près d'une fontaine. Une fois bien installé, il enfonça dans sa bouche 2 de ses gros doigts dans le but d'y arracher une dent cassée. 16h04. Bien que la douleur que lui a laissée sa molaire soit encore vivace, ce n'est pas ce qui lui faisait le plus mal. Ils avaient osé menacer l'homme qu'il aimait. C'était impardonnable. 16h12. Après avoir passé quelques coups de fil à des connaissances, sa décision fut prise. Hugues sera en sécurité dans une autre ville. Puis, quand cela sera fini, il le rejoindra pour de bon. Il se l'est promis. 17h30. Une dispute téléphonique éclate. Même les passants les plus éloignés pouvaient entendre les remontrances du forgeron. Eric venait d'énoncer les faits avec son tact habituel. Ton ami est mort. Je sais qui l'a tué. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Il eut à peine le temps de prononcer la dernière syllabe qu'une avalanche d'insultes mêla une peur terrible s'abattit sur lui. L'inspecteur, peu habitué à ce que son compagnon réagisse ainsi, fit mine d'accepter et raccrocha son smartphone. À 19h08, le second téléphone d'Eric Fortis entama une courte mélodie alors qu'il était dans son défouloir. N'y voyez pas une zone secrète et surprotégée, ce n'est qu'une banale salle de sport, aménagée par ses soins qui l'aide à se détendre après des enquêtes harassantes. Cependant, il n'avait jamais donné l'adresse, ni même son second numéro de téléphone, à celui qu'il aimait. Et ce pour la bonne raison que justement, il l'aimait. Quand il venait faire un tour ici, ou utiliser son smartphone secret, ce n'était jamais de gaieté de cœur. Quand il saisit son téléphone, ses mains tremblaient. Il mit le combiné à son oreille avant de dire « Qui est à l'appareil ?» L'attente de la réponse était peut-être pire que la réponse elle-même. En une seconde, 1000 scénarios s'étaient déjà déroulés dans son esprit. 19h09. Une question. La question. « Comment as-tu eu ce numéro ?» La réponse qui s'ensuivit le laissa perplexe. Hugues lui expliqua calmement qu'il sait tout ce qu'il y a à savoir. Et, étant légèrement jaloux sur les bords, lui aussi savait se transformer en véritable détective. 19h12. Un silence gêné, presque glacial s'était installé entre les deux hommes. Pour remédier à cela, notre forgeron, qui est du genre à battre le fer pendant qu'il est chaud, lui donna la raison de son appel. Il avait, à l'insu de l'inspecteur Fortis, approché les hommes en costume blanc, et bien sûr tenté de négocier avec eux. Hugues raconta comment il avait vu un de leurs représentants, qui s'était montré tout à fait ouvert d'esprit. Il acquiesçait et était étonnamment compatissant. En résumé, il ne les pense pas coupables. D'ailleurs, ils sont déjà en chemin pour venir clarifier la situation avec Eric. À 19h15, c'est la consternation. Il est déjà trop tard. Il défonce la porte sans sourciller. Le portable tombe des mains du malheureux inspecteur. Hugues, au bout de la ligne, entend tout ce qu'il se passe. Les cris de son amour ne lui sont pas épargnés. Les rires de ses tortionnaires non plus. Eric souffre, il a peur. Il supplie qu'on le tue mais implore qu'on laisse celui qu'il aime en vie. 19h28. Le combiné vole en morceaux. Un des hommes en costume blanc vient de l'écraser sous son pied. Hugues, encore sidéré, n'avait pas esquissé un mouvement depuis plus de 13 minutes. Quand il put enfin reprendre ses esprits, il appela la police et se rendit sur place. À 20h, le défouloir était complètement vide.
Il n'y avait même pas une trace de sang au sol. Tout était impeccablement rangé, à tel point que le forgeron crut être devenu fou. Rien ne s'était vraiment produit, se répéta-t-il en boucle. Ainsi, il rentra chez lui, attendant l'amour de sa vie. Le lendemain, à 8 heures du matin, dans ce même centre-ville banal, d'une métropole toujours aussi commune, fut retrouvé le corps sans vie de l'inspecteur Eric Fortis. Comme convenu, Hugues fut mis en sécurité, mais pas pour très longtemps. J'ai peur du noir. J'ai peur du noir. Vous me direz que c'est banal, que tout le monde a des degrés différents à peur du noir. Mais chez moi, cette peur agit sur mon environnement. Je vous explique. Tout a commencé quand j'étais enfant, que je devais aller chercher une bouteille d'eau à la cave de ma maison. Et comme tout enfant, j'avais une peur bleue de descendre dans cet endroit si peu éclairé. Mais à 12 ans, on sait bien que les parents sont moins indulgents face à ce genre de peurs qu'ils considèrent comme des peurs d'enfants. Je n'avais pas d'autre choix que de descendre à la cave. Sinon, je serais encore puni de façon cruelle. Enfermé dans un placard sans lumière était la punition que mes parents préféraient, car elle jouait sur ma peur du noir et le contact avec les habits suspendus, que je prenais pour des monstres, me terrifiait tout particulièrement. Alors, afin d'éviter une nouvelle punition qui aurait duré des heures, j'avais préféré descendre quelques minutes dans cet endroit peu éclairé. Arrivé en haut de l'escalier qui descendait vers la cave, j'ai allumé la lumière, mais seule une faible lueur émanait de l'ampoule. Une lueur qui n'arrivait même pas à éclairer la totalité de la cave. Avant de descendre, je pris soin de repérer où se trouvaient les bouteilles d'eau pour dévaler les escaliers et prendre rapidement une bouteille avant de remonter tout aussi rapidement que j'étais descendu. Mais au fur et à mesure que je descendais les escaliers, la lumière se faisait de moins en moins forte, jusqu'à n'être plus qu'un point fébrile qui n'éclairait pas plus loin que le bulbe de l'ampoule. Sachant où se trouvaient les bouteilles, je me dirigeai vers l'étagère, puis je devinai à travers l'obscurité, en pris une et, avant que je ne m'apprête à faire demi-tour, l'ampoule émit une sorte de flash avant d'émettre un claquement qui replongea la cave dans une totale obscurité. J'ai couru encore plus rapidement vers les escaliers, regardant la lueur du couloir en haut, avec cette image gravée dans ma tête, durant le flash qui fut très bref, mais qui avait éclairé la pièce comme jamais auparavant. J'avais vu, derrière les étagères, quelque chose. Une tête qui n'était pas humaine, avec des grandes dents acérées, un regard noir et profond, dans des orbites creuses qui me fixaient. Une fois en haut, je ne dis rien par peur d'être puni. Et qui sait si cette créature ne m'aurait pas retrouvé dans ce placard obscur. Le soir, je prenais soin de ne pas éteindre ma lampe de chevet. Mais je remarquai qu'au bout de quelques minutes, la lueur se mit à vaciller et à s'amoindrir, comme ce qui s'était passé un peu plus tôt dans la cave. Je me mis sous les couvertures et attendis le sommeil, dans cette obscurité qui envahissait ma chambre petit à petit, jusqu'à finir par engloutir toute source de lumière. Lorsque je me réveillai le lendemain, j'eus la surprise de voir que ma lampe était bien allumée. Avais-je rêvé ? La réponse vint avec le temps. Un soir, je sentis une nouvelle crise d'angoisse arriver, en repensant à ce jour dans la cave. C'est alors que la lumière de la lampe de chevet recommença à vaciller, puis à diminuer. Et plus elle diminuait, et plus j'avais peur. Dans un élan de courage désespéré, je me levai et courus vers l'interrupteur de ma chambre, qui était situé à côté de la porte. Mais j'avais beau l'activer encore et encore, aucune lumière ne venait. En me retournant vers mon lit, je crus reconnaître cette chose que j'avais perçue dans la cave, derrière les étagères. Elle se tenait non loin de ma lampe de chevet, au fond de la chambre sous les fenêtres. Je ne pouvais pas faire marche arrière. Alors je suis sorti de ma chambre, dans le couloir. Cette fois-ci, l'interrupteur apporta une faible lueur, ce qui me permit de distinguer les autres pièces, pour m'y rendre afin de trouver une pièce dans laquelle je pourrais avoir assez de lumière pour fuir cette chose. Alertés par le bruit, mes parents sortirent de leur chambre. La lumière refit surface dans toutes les pièces. Je me trouvais au milieu du salon. Je ne savais quelle excuse leur donner pour ne pas être puni à nouveau. Je feins d'avoir entendu un bruit de verre cassé à l'extérieur, prétextant qu'un potentiel cambrioleur était peut-être en train de commettre un méfait
sur une des voitures garées dans la rue. Et en allumant toutes les lumières, je pensais le faire fuir. Je ne sais pas si mes parents ont cru à cette excuse, au vu de l'état de panique dans lequel je me trouvais. Mais ça m'avait évité la punition pour cette fois. Cette peur m'a suivi durant toute mon enfance et mon adolescence. Mais j'ai su faire avec, allant jusqu'à essayer de maîtriser ma peur pour atténuer la perte de lumière. C'était un combat de chaque instant, où je luttais pour ne pas céder à la panique, attendant ce moment où la lueur se stabiliserait et commencerait à reprendre légèrement l'intensité. À ce moment-là, je savais que j'avais gagné sur ma peur, et la lumière finissait par revenir normalement. J'avais réussi à vivre une vie à peu près normale, jusqu'à ce jour où je faisais une randonnée dans cette forêt. Il était environ 15 heures. Au début, je n'avais rien remarqué, mais plus le temps avançait et plus il faisait sombre. Une angoisse m'a parcouru le dos. Le soleil ne pouvait pas se coucher si tôt, et bien que le ciel était nuageux, rien ne justifiait une telle perte de luminosité. Ne sachant pas ce qu'il se passait, j'ai pris la décision de regagner au plus vite ma voiture, qui était à une demi-heure de marche. J'ai couru aussi vite que je le pouvais. Voyant la luminosité décroître de plus en plus vite, lorsque je regardais vers le soleil caché au travers des nuages, je distinguais qu'il ne formait plus qu'un croissant, l'éclipse. J'avais totalement oublié qu'elle se produisait aujourd'hui. Je n'avais pas réalisé que tout serait plongé dans le noir au beau milieu de la journée. Une fois arrivé à la voiture, je pris la direction de la ville la plus proche, où je pourrais trouver un peu de lumière. Je n'avais jamais eu aussi peur. Je me croyais invincible en plein jour. L'éclipse était à son maximum. Le soleil referait surface d'ici quelques minutes. Au loin, je distinguais les lumières de la ville. Mais celles-ci semblaient perdre en intensité au fur et à mesure que je m'approchais. Une fois arrivé, il n'y avait plus aucune lumière dans toute la ville. Et le soleil ne revenait toujours pas. Je restais enfermé dans ma voiture en plein milieu de la route, où un chaos de panique semblait s'installer petit à petit. Les gens commençaient à paniquer de ne pas revoir apparaître le soleil. Certains en profitant pour s'adonner à des pillages. Je n'avais jamais vu une ville sans aucune lumière. Je ne pouvais plus rien distinguer du tout. Ça fait maintenant des heures que je suis là dans ma voiture. Des heures que j'attends une lueur d'espoir qui ne vient pas. Et qui, je pense, ne viendra jamais. Car depuis quelques minutes, je l'entends respirer derrière moi. Je sens sa tête se rapprocher de la mienne. Lui qui m'a attendu durant toutes ces années a enfin gagné. Et il s'apprête à savourer sa victoire. C'est un monstre. Nous avons tous des craintes, des peurs et appréhensions. Parfois, la vie ressemble à un cauchemar éveillé et on se sent perdu, démuni. On ne trouve aucune porte de sortie. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains pour vous raconter la pire expérience que j'ai jamais vécue. Je pense qu'une présentation s'impose avant de démarrer. J'imagine que vous avez besoin de mettre un nom sur le narrateur de cette histoire, et je peux tout à fait le concevoir. Pour des raisons évidentes, je ne donnerai pas mon vrai nom, mais disons que vous pouvez m'appeler Nora. Pour en revenir à mon histoire, il y a quelques années, j'ai travaillé dans une grande surface, un magasin vraiment énorme de 12 000 m², et j'étais hôtesse de caisse. En tant que telle, je me devais d'être irréprochable avec les clients. Tous les jours, il fallait sourire de 8h30 le matin à 21h le soir, se montrer toujours agréable et respectueux avec les clients. Et ce, peu importe la situation. J'ai trouvé ça très simple au début, car je suis de nature souriante et amicale. Mais au fur et à mesure que les mois ont défilé, j'ai fini par remarquer que mon sourire disparaissait. Ma sympathie envers ces inconnus s'atténuait elle aussi, et j'avais beaucoup moins de patience avec les clients désagréables. Un jour, alors que je prenais mon service à 8h30, j'ai commencé ma journée à la caisse prioritaire. Seules les hôtes de caisse peuvent comprendre la difficulté, celle de devoir tenir plusieurs heures à ce genre de caisse. Mais bon, je vais pas m'étendre sur ça. Je suis pas là non plus pour vous énumérer toutes les tâches ingrates du métier.
Le temps de m'installer, j'avais déjà quelques clients qui attendaient à la caisse. Je me dépêchais, donc aussi vite que possible, et comme à mon habitude, un petit bonjour monsieur, bonjour madame, on passe les articles, avez-vous les cartes de fidélité? Merci, au revoir. Ce fut comme ça pendant plusieurs dizaines de minutes, et j'étais déjà entré dans l'automatisme de mon travail. Le fait de travailler à la chaîne vous fait entrer dans une sorte de pilotage automatique, vous ne faites même plus les choses en faisant attention. Elles se font toutes seules. J'ai levé les yeux de mon écran de caisse, et là j'ai vu cet homme. Il était vêtu tout de noir, capuche sur la tête. Je ne pouvais pas du tout distinguer son visage. Il m'a lancé un « bonjour ». Je n'avais même pas eu le temps de lui répondre que soudainement, je me suis senti très bizarre. C'était comme si j'avais des vertiges d'un seul coup. Il fallait absolument que je reste concentré pour les clients, mais je n'ai pu contrôler cette sensation. Et doucement, la panique s'installait en moi. Physiquement, j'étais là, calme, mais intérieurement, c'était le chaos, plus rien n'allait. Je me suis retourné vers une collègue qui se trouvait devant moi et je lui ai dit « Aide-moi, je crois que je vais faire une crise d'angoisse ». Elle s'est alors retournée et m'a fait remarquer que j'étais extrêmement pâle et a donc appelé la caisse centrale. On m'a retiré de mon poste pour la journée, me confiant d'autres tâches pour que je me sente mieux. Je dois avouer que ce jour-là, je n'étais pas rassurée. J'avais vraiment peur que ça se reproduise. Mais finalement, la journée s'était écoulée normalement. Les jours ont passé et il ne s'était pas produit d'autres incidents de ce genre. J'avais donc retrouvé toute confiance en moi. Mais ça n'a pas duré longtemps. Un jour, alors que j'étais de surveillance aux caisses libre-service, j'ai revu cet homme mystérieux à capuche. Il était toujours vêtu de noir, et je ne pouvais toujours pas scanner son visage. Je pense sincèrement que l'apparence seule de cet homme m'a rappelé la crise que j'avais faite, car des vertiges se sont à nouveau attaqués à ma tête. C'est là que je me suis dit « Oh non, 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 pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant !» J'étais debout. Je n'avais aucun endroit où me poser, aucun petit canapé ou fauteuil pour me reposer, et essayer de me détendre. Je suis donc parti dans un coin, j'ai fermé les yeux et j'ai soufflé profondément. Heureusement, j'avais un minimum de contrôle. Et cette fois, j'ai réussi à atténuer les vertiges en me convainquant que tout allait bien. Quand je me suis remise à mon poste, l'homme était déjà parti. Je trouvais bizarre le fait qu'à chaque fois qu'il soit là, j'ai des vertiges. Mais après, ça pouvait aussi être une coïncidence, je ne savais pas. Finalement, pour écourter un peu tout ça sans trop rentrer dans les détails, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que cet homme passait devant moi, les vertiges survenaient l'instant d'après, me déstabilisant et m'obligeant plusieurs fois à quitter mon poste. J'ai fini par être désespéré, n'allant plus au travail à cause de ça. Je n'osais en parler à personne car je ne voulais pas qu'on me prenne pour une folle. C'était clairement pas réaliste. À cause de toutes mes absences injustifiées, j'ai fini par perdre mon travail. En soi, je devais m'y attendre, mais j'aimais tellement travailler là-bas. Je me suis donc retrouvé sans emploi du jour au lendemain. J'essayais de voir le côté positif de la chose, en me disant que j'allais en profiter pour me reposer un peu. Je n'aurais jamais dû faire ça. Un soir, alors que j'étais posé devant mon ordinateur, j'ai entreaperçu dans le noir une silhouette sombre. Le temps que j'ai cligné des yeux, elle avait disparu. Les vertiges sont alors apparus brièvement, me faisant arrêter net mon activité. Je suis parti me coucher en vitesse afin d'oublier tout ça. Le lendemain, j'ai décidé de prendre l'air à la fenêtre. Et que ne fut pas ma surprise quand je vis l'homme à capuche juste en dessous. Il restait immobile, me regardant. Je n'aurais jamais dû le regarder. À l'heure d'aujourd'hui, j'en suis consciente. Ce jour-là, j'ai signé un pacte avec ce monstre. C'est comme si, le temps que je le regarde, il était entré dans ma tête et qu'il avait tout chamboulé. J'ai vite refermé ma fenêtre, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il était déjà trop tard. Il reviendrait. Et ça n'a pas loupé. En l'espace d'un mois, au lieu de venir une fois par semaine, il venait maintenant tous les jours, et il restait toujours au même emplacement, immobile. Évidemment, à chaque fois que je le voyais, je me faisais attaquer par des vertiges de plus en plus puissants. J'en avais plus qu'assez. Je ne voulais pas vivre cloîtré chez moi à cause d'un pauvre type. J'ai donc pris mon courage à deux mains et suis sortie. J'ai descendu les escaliers de ma cour en furie, et quand j'ai regardé l'homme, je me suis arrêtée net. Il avait comme grandi. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais il me paraissait vraiment plus petit avant. J'étais complètement perturbée. J'ai rebroussé chemin en courant vers l'entrée de mon appartement. Les vertiges faisaient tourner mon cerveau dans tous les sens. J'avais l'impression que j'allais tomber à tout moment. Les mois ont passé et l'homme venait plusieurs fois par jour. Il ne se contentait plus de rester immobile sous ma fenêtre. Il était maintenant chez moi et refusait catégoriquement de partir. J'ai eu beau appeler les numéros d'urgence, on m'a dit que la seule personne à pouvoir faire quelque chose, c'était moi. Et tant que cet homme ne me causerait pas de mal,
Il ne pouvait rien faire. Cela fait donc plusieurs semaines qu'il y a cet homme étrange chez moi, et je n'arrive pas à m'habituer à sa présence. Je sens que c'est quelqu'un de mauvais. Un jour, je sais qu'il me fera du mal, et il m'en fait déjà en fait. Et ça depuis le premier jour où je l'ai vu. Depuis ce premier jour, il ne m'a jamais lâché. C'est un monstre. Je peux vous le dire aisément que c'en est un. Car son apparence a changé chaque jour qui passe. Il est devenu de plus en plus sombre, de plus en plus difforme. Il est devenu énorme. Ce n'est plus l'homme à capuche que j'avais vu à la caisse qui ressemblait à un être humain basique. Il était devenu tellement imposant que même chez moi, je ne me sentais plus en sécurité. Je ne pouvais plus sortir du tout de mon appartement car il me causait des vertiges et des crises de panique. Les seules fois où j'ai voulu m'éloigner de la maison, il m'a donné l'impression d'une mort violente à l'intérieur de moi, et ça m'a traumatisé. Je déteste ce monstre qui s'est installé dans ma vie. Je déteste ce monstre qui me terrifie, au point que je l'écoute. Je déteste ce monstre qui contrôle ma vie, mes faits, mes gestes. Je n'arrive plus du tout à m'en débarrasser, et je sais très bien qu'il me dévore progressivement. Je ne suis rien d'autre qu'une victime qui n'a pas eu de chance de croiser son regard. Et je ne peux en parler à personne, car je suis la seule à le voir, l'entendre et le sentir en moi. Je vous souhaite de tout cœur de ne jamais avoir affaire à lui. Il détruira votre vie comme il a détruit la mienne. Une fois enchaîné à lui, il est impossible de s'en défaire car on n'a plus la force de se battre. Ce monstre ignoble qui m'accompagne chaque jour de ma vie a un nom. Il s'appelle agoraphobie et je vis entrelacé dans ses bras depuis 2 ans maintenant. Celui qui n'existe que dans ma tête. Ça a commencé dès mon plus jeune âge. Cet âge où un rien vous impressionne, allant parfois même jusqu'à vous terrifier. La peur du noir, d'être seul, ou même encore l'existence des monstres. Cet âge où l'on se persuade tout seul. Toutes ces créatures nous attendent, tapis dans l'ombre, pour nous rattraper et nous dévorer. L'imagination est une force qui parfois peut malheureusement vous nuire. La première fois que je l'ai vu, c'était il y a bien longtemps. Je n'avais, à l'époque, que 6 ou 7 ans. Nous habitions, mes parents et moi, une maison de quartier dans la banlieue de Lille. C'était une chouette maison. Nous y étions heureux, jusqu'à cette soirée d'hiver où ma mère m'a demandé d'aller chercher des bouteilles d'eau à la cave. Je n'avais jamais aimé cet endroit. Je me souviens à quel point je descendais vite les 6 marches. Je courais rapidement prendre ce qu'il fallait et j'en sortais toujours tout essoufflé. Comme si j'étais persuadé que j'étais observé, épié. Ce soir-là, je suis donc descendu pour prendre ces maudites bouteilles. Elles étaient tout au fond de la cave. Pour les atteindre, il fallait la traverser sur toute sa longueur. Alors que je pressais le pas, je l'ai vu. Il se tenait caché derrière des sacs de pommes de terre dans un coin. C'était comme une créature humanoïde, de petite taille, de couleur grise, ressemblant à un enfant, mais du genre Reik. J'ai hurlé et je suis monté retrouver mes parents sans les bouteilles. Je me souviens du savon que mon père m'a passé ce soir-là. Pour lui, cette histoire de monstre était une pure invention. Une excuse pour ne plus descendre à la cave. Mais au vu de mon état de panique, ils ont finalement cédé. Et pendant l'année qui suivit, j'ai été exempté de corvée de cave. Même si l'idée qu'une pareille créature puisse vivre sous mes pieds ne me rassure pas, je compose avec tant qu'elle ne monte pas. J'ai cru être tranquille au bout d'un temps, mais malheureusement c'était trop beau pour continuer. Peut-être 1 an ou 2 après la cave, il est réapparu un soir. Nous étions à la maison, mes parents recevaient des amis. Nous étions en bout de table, près de la porte de ma salle à manger restée entr'ouverte. Elle donnait sur le couloir qui était plongé dans l'obscurité. Donc c'est là que mon croque-mitaine s'est manifesté. J'ai vu ses yeux blancs, globuleux, son rictus, ses mains aux longs doigts fins. J'étais pétrifié de peur.
Pourtant, j'essayais de me rassurer. Après tout, nous étions nombreux dans la pièce, mais rien n'y faisait. J'avais le sentiment qu'à tout instant, il allait m'attraper pour m'emmener avec lui dans les profondeurs de l'obscurité. Alors, j'ai hurlé, brisant du coup l'ambiance chaleureuse de la soirée. J'ai expliqué ce que j'avais vu dans le couloir, mais bien sûr, personne n'y a cru. Et je suis passé pour un idiot. Malgré tout, et vu mon état, ma mère s'inquiétait pour moi, au point que la semaine suivante, elle prenait rendez-vous avec un pédopsychiatre réputé. Dès lors, j'ai commencé à m'y rendre 2 mercredis par mois, pour essayer de vaincre mes peurs, mes angoisses. Et après 6 mois de thérapie coûteuse, il a annoncé à mes parents que j'étais guéri, avec le verdict suivant. Votre fils a une imagination bien au-dessus de la moyenne. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit victime de ses propres démons qu'il invente. Ce monstre qu'il voit dans sa tête, il faut donc qu'il apprenne à vivre avec. Et un jour voulu, son esprit s'en débarrassera tout seul. La messe était dite, sous-entendant que j'étais pas complètement net. Et pourtant, il a continué à se manifester de façon sporadique. De temps en temps, se ramenant à mon bon souvenir, dès lors que mon esprit dérangé commençait à l'occulter. Et bien sûr, à chaque fois la même terreur s'emparait de moi, avec cette conviction qu'étrangement, lui et moi, nous étions intimement liés. J'ai donc passé ainsi mon enfance, mon adolescence, à espérer qu'enfin il puisse disparaître, qu'enfin il me fiche la paix. Et c'est arrivé vers mes 25 ans. Oui, si tard. J'ai cessé de le voir. Enfin, j'étais débarrassé de ce croque-mitaine, ce monstre. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Et je repense forcément à cette période-là, à lui. Comment pourrait-il en être autrement, alors qu'il se tient là, devant moi? C'est étrange. Il a grandi et semble avoir vieilli. Mais il est toujours aussi horrible. Il me sourit avec son regard vide. Il est si effrayant. Mais il a l'air si fier de ses effets sur ma personne. Il se réjouit à l'idée de me terrifier pour toujours et à jamais. Il sait que nous sommes liés. Qu'il est celui qui n'existe que dans ma tête. J'ai toujours eu peur des abeilles, aussi loin que je puisse creuser dans mes souvenirs d'enfance. Une phobie qui peut paraître ridicule pour certains, qui ne comprennent pas comment on peut avoir peur de si petites choses. Cela ne s'explique pas. La peur est là, et l'on n'y peut rien y faire. Et parfois, cela peut engendrer des situations qui échappent à tout contrôle, faisant de cette peur le déclencheur d'une terreur bien plus grande encore. Et c'est ce qui m'est arrivé cet été-là. Alors que mes parents avaient décidé pour mon bien de m'offrir des vacances à la campagne, loin de la ville où je m'enfermais dans ma chambre à longueur de journée, par crainte de me trouver face à l'une de ces bestioles qui me terrorisaient. Impossible pour moi de prendre le risque d'aller jouer avec les autres en plein été. Saison qui leur était propice. Rien que l'idée de voir leurs rayures noires et or voler devant moi, comme pour me narguer, m'était insupportable. Mais mes parents pensaient autrement. Ils étaient persuadés qu'il fallait guérir le mal par le mal, en me forçant à passer plusieurs jours chez mon oncle, apiculteur de son état, afin de me rendre compte que ces abeilles que je craignais tant n'étaient pas des créatures du diable telles que je me l'imaginais. J'avais beau leur supplier que je ne voulais pas aller sur leur territoire, rien n'y a fait. Et je dus, bien malgré moi, me conforter à accepter l'idée de voir ma peur devenir frayeur. Mon oncle, une personne adorable que j'aimais beaucoup, voulut me montrer tout le bien qu'on pouvait tirer de s'habituer à la présence de ces petites créatures. Il me dota d'un équipement comme lui,
et me fit m'approcher d'une des ruches dont il s'occupait. Je sentais mon corps se disloquer à la simple vue de ces centaines d'ailes qui virevoltaient autour de moi. La sueur envahissait tout mon visage. Mes jambes tremblaient de toute leur hauteur. J'étais dans un tel état de transe que quand mon oncle posa sa main sur mon épaule, je fus pris d'une hystérie incontrôlable, balayant mes bras tout autour de moi pour faire fuir ces horribles bêtes qui tournoyaient, écrasant des dizaines d'entre elles qui avaient fait l'erreur de se trouver trop près du sol, sans doute à la recherche d'une fleur à butiner. Je m'enfuis en direction de la maison toute proche, en proie à la plus grande des paniques, telle que je n'en avais jamais eue. Plus tard le soir, alors que mon oncle s'était couché, et pendant que je faisais de même, ma psychose passa un nouveau cap, en entendant le vrombissement caractéristique d'une abeille au sein même de ma chambre. J'ignorais comment elle était entrée, la fenêtre étant fermée, et j'étais certain qu'il n'y en avait pas quand je me suis couché. Puis, la sarabande s'intensifia de plus en plus, et je découvris d'où elle venait en voyant ces monstres rayés sortir de la grille d'aération située en haut du mur devant mon lit. Elles s'agglutinaient, se regroupaient, formant une véritable escadrille en quête de vengeance. Elles étaient là pour moi, je le savais. J'en avais tué un grand nombre, et elles m'avaient clairement prise pour cible. Je n'osais pas bouger, paralysé par la peur dans mon lit. Positionnant mes draps jusque sous mon nez, observant leur nombre grandissant sans cesse, c'est là que je fis sans doute ma plus grosse erreur. Ma phobie était telle que j'emmenais toujours avec moi, quelle que soit la sortie, une bombe d'aérosol anti-abeille pour parer à toute attaque intempestive d'une de leurs congénères à l'extérieur. Je la prenais sortant du lit et pensant détenir l'arme ultime contre l'essaim grossissant toujours plus, formant désormais une immense tache grouillante de ces foutues bêtes m'approchant malgré la peur. Puis, à une distance jugée raisonnable par mon cerveau, j'aspergeais la petite armée devant moi, serrant les dents, la vidant complètement. À ce moment, je pensais avoir obtenu une victoire, mais je venais seulement d'augmenter leur haine envers moi. Elles se ruèrent sur moi de toutes parts, m'encerclant, incrustant leurs dards sur mes bras et mes jambes nues. Mon visage se remplissait de traces de piqûres par centaines, me faisant hurler de terreur. Je tombais à terre, complètement submergé par cet essaim de mort, désireux de venger les leurs. Pensant ma dernière heure venue, quand mon oncle alerté par mes cris pénétra dans ma chambre. Peut-être que cela vous semblera improbable, mais à peine celui-ci était entré, que l'essaim cessa toute attaque, se regroupa à nouveau et repartit vers la grille d'aération, d'où il était venu. En quelques minutes seulement, plus un seul membre de leur armée vengeresse n'était présent dans la chambre, mis à part les cadavres tombés au sol, tués par le produit ou par mes tentatives de défense, pendant que mon oncle appelait les urgences. Je passai plusieurs jours à l'hôpital, les médecins n'en revenant pas que j'ai pu survivre à une telle attaque. J'étais ce qu'on appelait un miraculé. Depuis, mon oncle a changé de passion, se débarrassant de toutes ces ruches, et mes parents ont accordé plus de crédit à ma phobie, me faisant passer une de ces thérapies dont je vous parlais plus tôt. Mais désormais, j'ai l'impression de le voir chaque soir, entendant leur bourdonnement dans ma tête, envahissant mes rêves. Je sens que je suis en train de sombrer dans la folie peu à peu, car je sais qu'elles sont là, quelque part, à m'observer, voulant finir le travail inachevé. Et je sais qu'elles y parviendront, ce n'est qu'une question de temps, avant que les saints mortels me retrouvent et me fassent payer tous mes crimes envers leur communauté.